7h36, les ressources naturelles de la Terre ne sont pas infinies, elles ne se renouvellent pas suffisamment pour soutenir à long terme le mode de vie des sociétés industrialisées, au point que selon certains indicateurs, le monde vivra à crédit dès aujourd'hui. Ça veut dire que la population mondiale a consommé la totalité des ressources naturelles que la Terre est capable de renouveler en une année. Alors faut-il s'inquiéter de cette empreinte écologique excessive des êtres humains? Et cet indicateur a-t-il une réelle validité scientifique? Et plus généralement, y a-t-il des seuils critiques, des points de non-retour? Autant de questions que nous allons vous poser. Søren Erkman, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur d'écologie industrielle à l'université de Lausanne. Voilà, aujourd'hui on est le jour du dépassement, selon certains critères, selon certains indicateurs. Est-ce qu'on, selon vous, on vit effectivement à crédit en termes de ressources naturelles à partir d'aujourd'hui ? Peut-être, mais à vrai dire, on ne le sait pas vraiment. Et il faut bien comprendre que cette idée d'empreinte écologique, c'est surtout un outil de communication, mais ça n'est pas un outil véritablement d'évaluation scientifique et factuelle. Donc il a peut-être une valeur pour sensibiliser le public, peut-être, en tout cas c'est ce que beaucoup de gens pensent, mais sur le fond, en revanche, on peut quand même dire que d'une manière générale, l'empreinte écologique n'est pas un indicateur, une méthodologie qui a une véritable assise solide sur le plan scientifique. Mais enfin, si ça peut permettre de contribuer à faire un peu évoluer les esprits, pourquoi pas. En tout cas, c'est un message qui est assez frappant. Et c'est vrai qu'il y avait un parallèle avec son porte-monnaie. Finalement, à force de vivre à crédit, on va entamer ses réserves, sa fortune. C'est le message qui est tenté de faire passer. Alors, il faut reconnaître que le message est apparemment très facile à comprendre. Cela dit, il cache une réalité beaucoup plus complexe. Enfin, c'est le propre de ces indicateurs qu'on appelle des indicateurs synthétiques ou agrégés, c'est-à-dire on prend beaucoup d'éléments d'un système complexe, comme en l'occurrence les écosystèmes naturels, et on essaye de les intégrer en une seule unité. Et cette unité, c'est ce qu'on appelle l'hectare global. Alors, d'un côté, ça parle beaucoup aux gens parce qu'on se dit, mais alors du coup, il n'y a plus assez de surface sur la planète. Maintenant, il faut bien voir que l'unité qu'on utilise dans l'empreinte écologique est une unité purement théorique, fictive, virtuelle, qui est l'hectare global, qui a effectivement un lien indirect avec les hectares, c'est-à-dire les surfaces, les mètres carrés réels. Mais enfin, c'est un lien assez indirect qu'on obtient par des calculs que l'on peut faire d'une certaine manière ou d'autre, ce qui fait qu'on peut toujours discuter sur la manière dont on calculera cette empreinte. Donc en fait, c'est repris par les ONG qui sont actives dans la défense de l'environnement, pas forcément par les scientifiques. Exactement. Alors, dans les milieux scientifiques, il y a d'autres méthodologies qu'on utilise, du reste depuis aussi assez longtemps, comme l'analyse de cycle de vie, l'analyse des flux de matière, ou plus récemment, tout le mouvement de recherche sur ce qu'on appelle les limites ou les seuils planétaires. Donc il faut bien voir que l'empreinte écologique est surtout une idéologie qui est reprise par certaines ONG. Peut-être qu'un jour ou l'autre, des grandes ONG comme le WWF s'en mordront les doigts. Pourquoi ? Mais enfin, toujours est-il. Ce qui me fait un peu souci, c'est le risque d'effet boomerang. C'est-à-dire qu'un jour ou l'autre, quand finalement un certain nombre de gens vont comprendre, même dans le grand public, que l'empreinte écologique n'est pas une méthodologie véritablement fiable, alors ils vont perdre confiance en ce qu'on leur dit d'une manière générale. Un peu le même scénario qui s'est passé avec la mort des forêts, avec beaucoup d'autres exemples. C'est un peu ça mon souci. Pourtant, je pense que ça part d'une bonne intention au départ, qui essaie d'attirer l'attention sur le fait que très probablement et manifestement, à long terme, le style de vie consumériste ou productiviste, industriel à l'occidental n'est probablement pas viable à long terme, en tout cas sous sa forme actuelle. La difficulté, c'est de savoir précisément où sont les limites. Alors là, il y a pas mal de travaux en cours en ce moment, mais je ne dirais pas que l'empreinte écologique nous permet vraiment d'y voir beaucoup plus clair. Cela dit, sur le plan de la communication, peut-être que ça peut être utile. Bon, c'est quand même basé sur des données fournies par le gouvernement suisse. C'est aussi repris par les Nations Unies. Ça donne tout ça une aura de sérieux quand même à ce concept d'empreinte écologique. Oui, mais ce n'est pas une aura scientifique. Cela dit, c'est une aura certainement de sérieux dans la mesure où c'est repris par un certain nombre d'institutions. Il faut dire aussi que l'empreinte écologique entre très bien en résonance avec une idéologie bien connue, qui est ce qu'on appelle l'idéologie néo-malthusienne, et qui dit en gros que la population est excessive, que le développement n'aura pas les moyens, la Terre ne pourra pas héberger autant de gens avec le niveau de vie, etc., qui est une idéologie du reste encore plus ancienne que l'idéologie productiviste moderne. Donc, si vous voulez, on est un peu coincé entre deux idéologies. L'une qui est l'idéologie du type malthusien ou néo-malthusienne, qui dit que la planète ne peut pas tolérer plus de population avec un certain niveau de vie. Et puis de l'autre, l'idéologie plus récente,
qui date, disons, de courant du 9e siècle, qui est l'idéologie productiviste moderne de la croissance matérielle sans limite, qui elle aussi, on le sait, n'est pas tenable à terme. Donc la réalité est quelque part entre les deux, certainement. On est peut-être aussi dans de la communication politique. Reste tout de même qu'il y a des pressions croissantes sur les ressources de la planète. Est-ce qu'il y a un moyen de quantifier ces pressions et est-ce que ça existe déjà ? Alors ça, c'est vraiment l'objet de nombreuses recherches depuis assez longtemps. Ça a repris un peu de vigueur depuis 4-5 ans environ, autour de toute une recherche autour de ce qu'on appelle les limites planétaires, planetary boundaries en anglais. Si vous voulez, c'est une approche qui est déjà un peu plus rigoureuse dans la mesure où elle réalise qu'on ne peut pas agréger en un seul indicateur, comme le fait l'empreinte écologique, des problèmes environnementaux qui sont très différents et qui sont très complexes. Donc, les recherches en cours cherchent plutôt à essayer de quantifier où sont les limites par rapport aux émissions de gaz à effet de serre, par rapport à la dispersion dans l'environnement de polluants chimiques, par rapport à la perturbation du cycle du phosphore, par rapport à la perturbation du cycle de l'azote. Et là, on a un peu plus de chances d'arriver à pouvoir quantifier des seuils au-delà duquel probablement il ne faudrait pas aller. C'est ce qu'on appelle les 9 limites du système planétaire. Enfin, c'est dans ces cadres-là, c'est un de ces indicateurs. Alors, on en a identifié 9, on en propose 9. Maintenant, il pourrait y en avoir plus ou moins, ça dépend comment on calcule. Mais vous voyez déjà que c'est une approche très différente de l'empreinte écologique qui essaye, elle, de tout mettre dans le même panier. Et ce qui, justement, est très problématique, c'est le propre de ces indicateurs agrégés, c'est qu'ils sont très simples à comprendre a priori, mais en réalité, si on creuse derrière, on voit que ça reflète des réalités beaucoup plus complexes et que ça nécessite pour les formuler des simplifications, des estimations, des évaluations qui elles-mêmes sont très souvent incertaines et discutables. Est-ce qu'il y a tout de même des limites, des seuils de non-retour dans la consommation des ressources de la planète ? Écoutez, il y en a sans doute. Le problème, c'est que pour le moment, on ne les connaît pas vraiment. On en suppute certains. On estime par exemple que si véritablement on double la concentration en gaz à effet de serre dans l'atmosphère par rapport à la concentration avant la révolution industrielle, alors on risque d'avoir des problèmes. Ça veut dire que la planète va devenir plus difficilement habitable pour l'espèce humaine, parce que la planète, elle va continuer d'une manière ou d'une autre. En revanche, pour les humains, ça va devenir de plus en plus difficile. On a quelques indications comme ça, mais on n'a rien de précis où on ne peut pas dire ici, c'est la limite. Les systèmes, les écosystèmes, la biosphère complexe ne fonctionnent pas sur des choses aussi simples que, au-delà de cette limite, le système n'est plus valable. Ça ne marche pas comme ça. Vous parliez avant de la mort des forêts. C'est vrai que dans les années 80, on en parlait beaucoup. Aujourd'hui, les écolo-sceptiques disent qu'il n'y a jamais eu autant d'arbres en Suisse, ce qui est une réalité, ce qui était bien la preuve qu'on a agité le drapeau rouge peut-être un peu vite. Est-ce qu'on peut parler de résilience des écosystèmes, c'est-à-dire qu'ils arrivent à se régénérer, à trouver le moyen de survivre malgré tout ? Oui, alors cette notion de résilience est très à la mode depuis quelques années dans différents domaines. Elle a été développée il y a déjà assez longtemps dans le cadre de l'écologie scientifique. Et en fait, ça permet de décrire les propriétés d'un système vivant complexe où on constate que les systèmes vivants, notamment les écosystèmes, ont la capacité de revenir à leur état d'équilibre initial après certaines perturbations, mais jusqu'à une certaine limite. Maintenant, ce qui est sûr, c'est que les écosystèmes font preuve d'une résilience assez remarquable. Donc, ils supportent un certain nombre de perturbations, mais à un moment donné, on voit bien que ces perturbations peuvent devenir excessives, que donc le système va aller dans un autre état qui, lui, sera peut-être beaucoup moins habitable pour l'espèce humaine. Donc, à vous entendre, il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas, finalement. On constate un certain nombre de problèmes sur la planète, peut-être des atteintes à certains équilibres de la planète, mais on ne sait pas, on ne peut pas quantifier, on ne peut pas être sûr que c'est à long terme. Et malgré tout, on fait quoi ? C'est-à-dire que politiquement, on ne fait rien et on regarde ce qui se passe, ou qu'il faut quand même faire passer un message qu'il faut faire attention, peut-être moins consommer. Politiquement, est-ce qu'il faut aller jusqu'à des messages de prudence, en tout cas? Oui, je pense, tout à fait. Mais je pense qu'on n'a pas besoin de l'empreinte écologique pour ça. On a déjà d'autres indicateurs, on a une autre méthodologie qui existe aussi. J'ai mentionné tout à l'heure l'analyse du cycle de vie, l'analyse de flux de matière, par exemple, on pourrait encore en trouver d'autres, qui sont peut-être moins frappants du point de vue de l'imagination du public que l'empreinte écologique, mais qui, à mon avis, sont plus utiles parce qu'ils sont plus spécifiques. C'est de nouveau cette difficulté avec l'empreinte écologique, c'est tellement général que ça permet de, comme ça, tirer la sonnette d'alarme, mais ça ne vous dit rien sur ce qu'il faut faire. En revanche, si vous faites des évaluations, des quantifications beaucoup plus précises sur tel ou tel produit, tel ou tel mode de consommation, là, vous pouvez atteindre des objectifs beaucoup plus clairs
et plus spécifique. Donc, on connaît des choses, même si beaucoup de fondamentaux restent difficiles à expliquer. Maintenant, il y a une autre difficulté qu'il ne faut jamais perdre de vue sur toutes ces questions d'environnement. C'est qu'il y a les aspects factuels, scientifiques, qui en eux-mêmes sont souvent difficiles à comprendre. Mais par-dessus ça, se sous-rajoutent les enjeux idéologiques, passionnels, politiques, tout ce que vous voulez, qui fait que ces problématiques factuelles et scientifiques sont très souvent instrumentalisées à d'autres fins. Ce qui fait qu'évidemment, ça embrouille encore plus le tableau et c'est donc un peu plus difficile d'y voir clair.